très heureux de pouvoir dialoguer, de présenter un peu le travail, le travail d'Yves Dimano, qui est une personne dont on pourrait dire qu'elle a eu et qu'elle a plusieurs vies, parce qu'il est auteur, poète, essayiste, traducteur et directeur de la collection Poésie aux éditions Flammarion depuis 1984. Il vient de publier avec la poète Isabelle Garon une immense anthologie de 104 auteurs français qui compte plus de 1500 pages, qui s'intitule Un nouveau monde, poésie en France. Un nouveau monde qui ne fait pas oublier la poésie du Nouveau Monde, la poésie américaine, qu'il a beaucoup traduit et commenté. Tout d'abord, en tant que poète, ses premiers livres sont publiés chez Flammarion dans la collection Textes du poète Bernard Noët, qui a toujours un peu la même pratique qu'Yves Dimano, parce qu'il est auteur, traducteur et qu'il a dirigé plusieurs collections de poésie, qu'il a travaillé dans l'édition aussi. Et la plupart de l'œuvre de poésie d'Yves Dimano est publiée aux éditions Flammarion et chez d'autres éditeurs. Il a également publié des œuvres romanesques. Puis 3 livres constituent une trilogie de ce qu'il appelle des digressions, qui sont des sortes de miscellanées, des essais, des courts essais sur la poésie, de Uncut aux éditions Flammarion, à Objet d'Amérique, publié en 2009 chez José Corti, et Terre Micienne aux éditions Corti en 2014. Quant aux traductions de livres sous son nom, elles concernent 4 auteurs américains qui constituent les points principaux de ce qu'on pourrait appeler sa carte d'auteur, qui est une carte qui semble être donc d'abord américaine, avec Ezra Pound, William Carlos Williams, George Oppen, Jérôme Rothenberg, 3 auteurs qui sont plutôt du début du siècle, et un auteur qui est vivant, qui habite aux États-Unis, qui s'appelle Jérôme Rothenberg, dont Yves vous parlera. Et je disais les traductions de livres sous son nom, parce qu'il a aussi traduit de nombreux livres sous un autre nom que je ne connais pas. Je ne connais même pas le nombre de livres qu'il a traduits. Je pourrais supposer une quarantaine, j'allais dire entre 50 et 100 livres, ça dépend combien de livres il traduit par an. Et donc il a une double vie, oui, bien sûr, Yves a plusieurs vies, et entre une double vie, mais sous un nom qu'il ne nous a jamais transmis. Bon, j'espère qu'un jour il nous donnera ce nom-là ou cette liste de noms. Et ces 4 noms d'auteurs qu'il a traduits, qui sont très importants pour son travail de traducteur, mais aussi d'auteur et d'éditeur, ils sont à replacer, comme je disais, dans une zone plus large qui part du XIXe siècle et qui s'arrête à la fin du XXe siècle, et qui constitue un long parcours de Walt Whitman à Michael Palmer, que l'on va évoquer donc avec Yves dans l'heure qui suit. Donc la vie d'Yves Dimano, la vie d'Yves, semble être une vie remplie de livres et d'opérations de lecture et d'écriture. Mais on sait qu'il y a plusieurs vies dans une vie, et que le livre et l'écrit sont indissociables de la vie du monde, du moins on l'espère, comme il semblerait que soit indissociable le trio des opérations, pour Yves Dimano, mais pour plusieurs auteurs, de lecture, d'écriture et de traduction. Peut-être on va en parler dans les minutes qui suivent. Les moments importants que j'ai pu repérer dans ces diverses digressions qu'Yves a écrit sont le choc de la lecture à 6 ans, avec un désir fou de déchiffrer un texte illisible quand il était en train d'apprendre à lire, à la manière de celui ou celle qui désirait une musique devant un clavier de piano qu'il ou elle ne saurait manier. Le choc de la musique en langue anglaise à 13 ans, des Beatles et Bob Dylan, et 2 autres chocs. Il avait plusieurs chocs dans sa vie, Yves Dimano. Le choc d'Ezra Pound à 19 ans,
dans les années 70, et le choc de William Carlos Williams, la rencontre, la découverte de l'œuvre de William Carlos Williams, à 25 ans à Grenoble. Et pour un peu continuer, je peux vous montrer, je peux vite vous faire faire un espèce de tour très rapide, en fait, de cette carte, vous voyez, qui est là, que j'ai reconstituée un peu comme un pense-bête ou une... Bon, malheureusement, vous n'allez pas vraiment bien la voir, mais peut-être on essaiera de la reproduire sur le site internet plus tard. Et en fait, au début, vous avez, en 1855, vous avez Walt Whitman qui publie Feuilles d'herbe de façon anonyme. Et c'est un livre important pour Yves Dimano, mais c'est un livre important pour de nombreux auteurs. Au XIXe siècle, vous avez aussi Emily Dickinson, qui fait partie aussi de cette carte. Et moi, je rajouterai Henri David Thoreau en 1940, qui a écrit Walden. Henri David Thoreau, c'est un peu comme Victor Hugo ou on dirait Lamartine pour les Français. Dans n'importe quelle maison de diverses personnes, on va trouver un Walden dans un placard, peut-être un Walden qui ne sera pas lu, mais on va en trouver un. Et je rajouterai un auteur qu'Yves apprécie, mais de manière modérée, et moi que j'ai apprécié pendant de nombreuses années, qui est Gertrude Stein aussi, et qui est peut-être un peu le début du modernisme. Et donc ces auteurs importants, Ezra Pound et William Carlos Williams, en 1913, on peut prendre cette date, 1913, Pound crée un mouvement, ou présente un mouvement dans la revue de poetry de Harriet Monroe à Chicago, revue qui existe toujours et qui a reçu un don de 100 millions d'euros il y a une dizaine d'années d'une contributrice qui s'était fait refuser un manuscrit, mais qui avait une fortune qui venait de l'industrie pharmaceutique aux États-Unis et qui était très généreuse. Et donc dans cette revue, il publie tout un dossier sur l'imagisme, Ezra Pound, et en même temps, à cette période-là, il y a aussi William Carlos Williams qui constitue par son rapport au langage une espèce de libération de la poésie américaine, on va dire une poésie qui devient post-coloniale, qui se sépare de la langue britannique et qui prend toute sa liberté, et qui publie Patterson. Et Patterson, c'est un des premiers livres le premier livre que Yves Dimano a traduit. Et il traduira aussi après Ezra Pound, dont il va vous parler. Quelques années plus tard, en 1931, dans la même revue, qui est la revue Poetry, à Chicago, Ezra Pound propose à Harriet Monroe, en fait Harriet Monroe lui demande une idée de fronton et de dossier, et il propose un mouvement qui s'appelle le mouvement des objectivistes, et qui n'existe pas encore, qui n'est pas vraiment un mouvement, mais qui est un groupe d'auteurs qui est constitué de Paul Zukoski, Charles Resnikoff, Karl Rakosi et George Open au début. Et dans ce mouvement-là, Ezra Pound, qui est un peu comme la source, comme la référence, Ezra Pound et William Carlos Williams, la référence pour ces auteurs, eh bien, il y a une série, un dossier qui va concerner la poésie objectiviste. Et la poésie objectiviste, pour Yves Dimano, c'est une poésie très importante, et entre autres, il traduit plusieurs livres de George Open. Donc vous verrez ce qu'il pourra nous dire de George Open. Et ce qui est intéressant chez George Open, c'est qu'il y a aussi toute une vie de George Open qui faisait partie du Parti communiste et qui arrive en 1929 au Havre avec sa femme, et qui descend en calèche ou en charrette, en carriole, c'est une erreur de traduction, en carriole, qui descend du Havre à Antibes, qui voulait aller à Antibes, qui ne s'arrête pas à Paris, qui ne veut pas rencontrer Gertrude Stein et la plupart des écrivains américains des années 20 qui se trouvaient là-bas, et qui s'arrête dans le Var, dans un petit village, le Bossé, avant Toulon. Et c'est là, à Toulon, ville dont je suis originaire, donc c'est là, à Toulon, qu'en 1929 est publiée la grande anthologie, 1929 ou 1930, objectiviste, qui sera imprimée par des imprimeurs toulonnais, avec pas mal
fautes au début sur les épreuves et envoyées à New York pour qu'elles soient distribuées dans les petites librairies par Paul Zukoski. Par Louis Zukoski, pardon. Louis Zukoski. Et avec ce numéro sur les objectivistes, peu à peu, il tombe dans l'oubli. Certains arrêtent d'écrire, comme George Open ou Rakosi, parce qu'apparemment la situation sociale en 1929 est si forte qu'ils pensent qu'il y aurait peut-être une autre action que l'action d'écriture. C'est une situation qui peut faire penser peut-être à la situation d'aujourd'hui, une situation de crise importante, une situation de changement de société. Ça, on pourrait peut-être en parler, mais on verra ça plus tard. Et on les retrouve, les objectivistes, quelques années plus tard, au Black Mountain College. Black Mountain College, qui est une université expérimentale de 1933 à 1954 en Caroline du Nord, qui pourrait faire penser à un lieu comme celui-ci, parce qu'elle est près d'un lac tout petit, bien que le lac ici soit grand, près de forêts grandes, mais je ne sais pas si les forêts derrière sont assez grandes, et de grandes étendues dans un coin assez isolé, avec énormément d'écrivains. Charles Olson, qui est un auteur qu'affectionne également Yves, sera recteur de cette université expérimentale, et ils relanceront dans leur revue deux mouvements, le mouvement des objectivistes dont on a parlé, qui est central, et celui de la Beat Generation, parce qu'ils publient les premiers textes des poètes de la Beat Generation dans les années 50. Il y avait aussi il y avait beaucoup de poètes qui étaient profs, et vous aviez Robert Duncan et Robert Crillet, deux poètes qui étaient à San Francisco, qui venaient de San Francisco, pour Robert Duncan, Robert Crillet d'ailleurs, et qui ont enseigné dans cette université atypique. Et Robert Duncan est l'un des poètes comme Jack Spicer, qui fait partie de la cartographie, ainsi que Robert Crillet, de la cartographie d'Yves Dimano. Et on peut dire que Jack Spicer... on pourra peut-être parler de Jack Spicer avec Yves après. Et enfin, on voit qu'on peut aller de Jack Spicer à Jérôme Rothenberg. C'est un grand saut en avant, dans les années 70, 80, 90. Jérôme Rothenberg qui va vivre dans des réserves amérindiennes près de New York, dans l'est des États-Unis, et qui publie les variations Lorca, comme Jack Spicer avait publié After Lorca, des textes à partir de Lorca, mais qui s'en éloignent, et tous deux sont d'écriture atypique, incomparables, mais qui sont tout aussi intéressantes. Et on peut rester à San Francisco et aller et atteindre Michael Palmer, qui est un poète vivant de San Francisco, dont Yves Dimano parle souvent dans ses digressions. Vous voyez, donc on a fait tout un tour, sans parler des language poètes et de l'école de New York. Ce qui est intéressant dans la position qu'Yves Dimano a, c'est qu'il a un esprit quand même relativement critique. Il va pas suivre ou il va avoir une réaction critique à certains mouvements par rapport aux language poets, ou par rapport dans les fin des années 80, il y avait eu tout un séminaire à la Fondation Royaumont près de Paris sur les poètes objectivistes. Il n'avait pas la même approche que les poètes qui étaient présents, et voilà, donc c'est une approche atypique en même temps, ou une approche très, très personnelle. Et ma première question, peut-être à Yves, ça serait de lui demander pourquoi au début la poésie américaine. Est-ce que c'est un hasard, cette rencontre, ou c'est une longue histoire, donc il faut la commencer à un endroit. Comme tu l'as dit, comme tu l'as évoqué, c'est vrai que le premier choc pour moi, pour cette poésie américaine, c'était la rencontre de l'œuvre d'Ezra Pound, qui était déjà en partie traduite au début, enfin en tout cas elle a commencé à être sérieusement traduite dans les années 60. Et bon, moi j'ai découvert ça dans ma première jeunesse, et c'est vrai que ça avait été un très très grand choc. Les Cantos Pisans, traduits par Denis Roche, les deux numéros de Cahiers de l'Herbe qui lui avaient été consacrés à la même époque.
Et c'était tellement différent de ce qu'on pouvait imaginer qu'était la poésie en France à ce moment-là, que bien sûr ça m'avait beaucoup frappé. J'avais essayé de lire à ce moment-là le reste de l'œuvre de Pound qui n'était pas disponible, et puis bon, c'est quand même assez ardu d'aspect, donc j'avais un peu laissé ça de côté. Et puis, il faut se représenter surtout qu'à ce moment-là, c'est-à-dire pendant les années 70, en fait, il n'y avait pratiquement rien de traduit de cette poésie américaine en langue française. En dehors de ces passages de Pound, qui étaient une partie de son œuvre, il y avait un peu de... Cummings avait été un peu traduit. Les auteurs de la Beat Generation, effectivement, commençaient aussi à être traduits à ce moment-là, mais ce grand continent... s'est aperçu que c'était non seulement un grand continent géographique, mais aussi un grand continent poétique, restait relativement ignoré dans le paysage français à ce moment-là. Donc, on n'avait en fait aucun moyen véritablement d'y accéder. Et il se trouve que moi, pendant les années 70, qui sont mes premières années d'écriture, j'étais, comme beaucoup de gens d'ailleurs de ma génération, confronté à un problème par rapport à l'écriture poétique, c'est-à-dire qu'on était un peu devant, étant débutant, si on peut dire, dans ces voies-là, on était un peu devant des sortes d'impasses, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que les choses étaient arrivées au bout, qu'il y avait une logique, en tout cas la logique moderne, disons, telle qu'on pouvait l'avoir à ce moment-là, qui était un peu arrivée à son terme d'une certaine façon, et surtout on ne voyait pas très bien comment, pourquoi, et surtout comment d'ailleurs écrire de la poésie à partir, disons, de notre seul héritage. Voilà. Donc, du coup, moi, dans les premières années, je n'ai pas beaucoup essayé de me lancer dans cette affaire. J'ai surtout écrit en prose, j'ai surtout essayé la question les questions de narration m'intéressaient déjà beaucoup, donc j'étais plus parti là, et puis j'avais l'impression que la poésie, ma foi, c'était peut-être un peu quelque chose qui relevait presque déjà du passé. Donc, sur la fin des années 70, plusieurs chocs, d'une certaine manière, m'ont ramené vers la poésie, et effectivement, la rencontre de certains poètes américains était pour moi décisive. Ça n'a pas été, j'aime quand même bien le souligner à chaque fois, ça n'a pas été le seul domaine qui m'a ramené d'une certaine manière dans l'écriture de poésie, de manière aussi presque exclusive à un moment donné, en tout cas intensive. Mais en tout cas, bon, c'est indéniable que cette poésie m'a marqué. Alors comment ça s'est passé, si je schématise un peu, parce que les choses se sont faites en plusieurs étapes, et puis dans un relatif désordre. Au moment où je me réorientais un peu vers la poésie, je lis donc le livre de Serge Fauchereau, qui était paru à la fin des années 60, qui s'appelle « Lecture de la poésie américaine », qui était la première et en fait la seule présentation en français un peu sérieuse de ce domaine. Et dans ce panorama d'auteurs qu'on ne pouvait pas lire, puisqu'il n'était pas traduit, je remarque effectivement tout un chapitre au début sur William Carlos Williams, et ça m'intriguait beaucoup parce qu'il y avait ce livre, Patterson, sur lequel Fauchereau insistait beaucoup, un poème autour d'une ville. Bon, à l'époque, ça me préoccupait, j'étais dans des histoires urbaines, je me demandais bien ce que ça pouvait signifier. Bon, mais comment faire? J'étais à Grenoble, effectivement, à ce moment-là, c'était sur la fin des années 70, se procurer des livres américains était très compliqué à l'époque, et bon, le hasard faisant les choses, je tombe un jour dans une librairie de Grenoble sur 10 exemplaires de Patterson en langue anglaise, qui devait rester d'un cours quelconque, enfin bon, qui était bradé à très bas prix. J'en achète un. Et voilà, l'histoire, si on peut dire, pour ce qui me concerne, commence là, c'est-à-dire que j'ouvre ce livre qui m'intrigue énormément visuellement, d'une certaine manière, parce que ça ne ressemblait pas du tout, un peu d'ailleurs comme pour les cantos de Pound, visuellement tout de suite, quand on ouvre ça, on voit bien que
on n'avait pas, en tout cas à cette époque-là, quelque chose d'équivalent dans la poésie française. Donc un dispositif, en plus, dans le cas de Patterson, il y a tout un système de collage en prose, de passages en prose qui sont... oui, c'est un collage, en fait. Le livre est un grand collage avec des séquences en vers, mais disposées très bizarrement, des choses qui partaient dans tous les sens, des vers décrochés. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai su d'expérience, puisqu'on en a fait 2 éditions successives, c'est le livre le plus compliqué à fabriquer que j'ai jamais connu, enfin à fabriquer techniquement, je veux dire, c'est la croix et la... Enfin bon, donc il y avait tout ce dispositif, et alors j'essaye très simplement de lire ce livre, et je m'aperçois que j'ai quand même une certaine difficulté d'accès. Je devais avoir, je sais pas, 23, 24 ans à ce moment-là, et je ne suis pas du tout angliciste, je n'ai pas de formation particulière, j'ai donné de formation en pas grand-chose, à dire la vérité, donc bon, j'avais un peu, c'est une langue un peu difficile, tout ça, et j'avais une difficulté d'accès, si on peut dire, au texte, et en même temps j'étais relativement capté par quelque chose, et donc presque malgré moi, enfin, sans trop y réfléchir en tout cas, je commence un peu à essayer de mettre ça en forme en français, afin de faire une ébauche de traduction. Voilà, enfin ça commence comme ça, je ne vais pas vous raconter ça chapitre par chapitre, mais ça a été un premier effort, et puis alors après les choses s'enchaînent, c'est-à-dire que j'apprends par un ami que Bernard Noël, que je ne connaissais pas à l'époque, que je connaissais de nom, mais que je ne connaissais pas personnellement, venait de faire acheter les droits du livre pour les éditions Flammarion, pour sa collection. Donc je lui écris en lui disant voilà, je suis en train de commencer une traduction de Patterson. Voilà, il me répond en disant effectivement j'ai acheté les droits, j'ai pas encore de traducteur, envoyez-moi le début. Enfin, voilà. Et donc du coup, ce qui était au départ un geste presque intime, personnel, s'est terminé par un contrat d'édition, le premier que je signais de ma vie. Et me voilà condamné, si je puis dire, à traduire le livre en entier. Et ce qu'on a fait, je dis on parce que j'avais l'impression que c'était pas vraiment moi qui le faisais. Mais un peu rapidement, et c'est un livre qui pose évidemment énormément de problèmes. J'avais aucun outil pour travailler. Je vous rappelle qu'à l'époque, Internet n'existait pas. On pouvait se renseigner sur rien. Donc j'ai fait ça un peu au jugé, ce qui fait que même à l'arrivée, et Serge Fauchereau, que j'ai rencontré du coup par la circonstance, m'avait un peu aidé à remettre en forme. Enfin, il avait détecté quand même quelques erreurs qu'il y avait. Mais bon, le livre paraît, et puis moi j'arrive à ce moment-là à Paris, je m'installe à Paris à peu près au moment où la traduction paraît, et je travaille, comme par hasard, dans une librairie anglo-américaine qui m'avait engagé, que j'avais rencontré par un ami commun. Bon. Donc je me mets à travailler dans cette librairie, du coup je plonge dans les catalogues des éditeurs américains, je commence à chercher tous les livres dont j'ai entendu parler et sur lesquels je n'avais jamais pu mettre la main. Donc je commence à commander tout ça, et pendant plusieurs années, puisque j'ai travaillé 4 ou 5 ans dans cette librairie, j'ai récupéré beaucoup de livres de poésie américaine qui n'étaient donc pas traduits. Alors j'ai commencé à faire toutes ces lectures, à traduire des choses de mon côté. J'ai pas beaucoup utilisé toutes les traductions que j'ai faites à ce moment-là. Enfin, c'était pas des traductions achevées du tout, c'était plutôt des lectures un peu plus attentives, un peu plus précises, pointues, que je faisais pour me creuser un peu ce chemin. Et voilà, ce qui fait que, puis, du coup, travaillant dans cette librairie, j'ai rencontré des poètes américains, j'ai rencontré des poètes français qui s'intéressaient à la poésie américaine, et l'un dans l'autre, j'ai fini par me trouver embringué dans cette affaire de traduction de poésie qui accompagnait, mais ça on en parlera peut-être après, qui accompagnait évidemment, et qui était même la raison première de cet intérêt, était le travail d'écriture de poésie que j'essayais de reprendre à ce moment-là de manière intensive, systématique, et pour lequel la poésie américaine m'a beaucoup aidé. Voilà. Donc, Patterson de William Carlos Williams,
Ça fait penser à d'autres livres aussi, d'autres formes, des longs livres poèmes, pas des livres qui sont une suite ou un recueil de petits poèmes, mais un livre qui est comme un long poème à partir d'une ville, un livre-monde, on pourrait dire. Et ça peut faire penser au livre Maximus de Charles Olson, qui est un peu aussi un livre-monde à partir d'une ville, Gloucester, d'une certaine manière. C'est vrai qu'écrire un long poème, un livre-poème, c'est bien plus compliqué, complexe que d'écrire une suite de petits poèmes. Mais William Carlos Williams a aussi, comme tu le dis dans tes digressions, écrit plusieurs livres de courts poèmes. Oui, il est même, à mon avis, c'est même son œuvre. Pour moi, l'œuvre la plus importante de Williams, c'est son œuvre poétique des années 20 et 30, Patterson venant plus tard, qui est déjà c'était un projet qu'il avait longtemps mûri, si on peut dire, mais qui est déjà presque un livre, c'est plus que de maturité. Il a écrit entre 50 et 65 ans à peu près, même. Et alors que l'œuvre de jeunesse, enfin ce qu'il commence à mettre en place dans les années 20 et 30, sur des poèmes courts, en effet, c'est là en fait où il trouve son système entre guillemets prosodique qui est pour moi, enfin, ce qui a été une vraie révélation, parce que c'était la première fois, pour moi en tout cas, dans l'expérience que j'en avais, c'était la première fois que je voyais une réponse différente à l'abandon de la métrique ancienne, différente, je veux dire, de ce qui avait été fait en France, dans la poésie française ou de langue française en général, qui en gros était le vers libre, parce qu'on a appelé par la suite le vers libre standard, c'est-à-dire au fond une sorte de prose découpée selon la syntaxe, enfin, qui préserve grosso modo les énoncés syntaxiques, avec des poèmes qui s'enchaînent, enfin des vers qui s'enchaînent comme ça, qui font des blocs assez informes. Enfin. Or, Williams, dès les années 20, il creuse une voie complètement différente, c'est-à-dire il cherche des nouvelles formes, des nouvelles strophes, des nouvelles façons de couper, il travaille beaucoup les distiques, les tercets, il fait des constructions extrêmement verticales dans la page, qui sont souvent d'ailleurs en plus des instantanés, parce qu'il fait beaucoup de sortes de photographies urbaines, de choses captées comme ça sur le vif, et ces poèmes très courts, qui sont souvent écrits avec un vocabulaire également assez minimaliste, ont une présence absolument extraordinaire, y compris quand ils ont l'air de ne rien dire du tout, enfin de dire des choses d'une banalité, ou de montrer des objets, ou des paysages, ou des scènes de la vie courante d'une banalité a priori exemplaire. Or, justement, brusquement, c'est là. Enfin, et c'est là, et ça existe, parce que il est, pour moi, le grand inventeur d'une nouvelle métrique pour la poésie américaine, et il aura d'ailleurs d'assez nombreux disciples dans les 2-3 générations qui suivent, c'est-à-dire que ce système prosodique qu'il a mis en place, il va être utilisé, pas immédiatement, mais surtout après la guerre, à partir des années 50, et il va devenir à ce moment-là véritablement un modèle. Or, la question, enfin c'est pas la seule question, parce que là on parle surtout de forme, de questions de forme, alors qu'il y a évidemment beaucoup d'autres questions de fond qui sont également passionnantes derrière. Des registres de langue aussi, peut-être. Oui, des registres de langue. Il était médecin, il rencontrait beaucoup de gens. Et puis, il y a beaucoup de captation de conversations, enfin de choses. Et puis, il y a tout ce rapport au réel, à l'histoire, enfin bon, qui est une toute autre approche que ce qu'on a, en tout cas, dans notre tradition. De manière principale, il y a des exceptions, évidemment, en France aussi, enfin, dans la poésie française. Mais enfin, ce système-là, il est... moi, quand je le découvrais, il répondait en tout cas d'une certaine façon, pas d'une façon unique, il y a eu d'autres réponses envisageables, mais il répondait à la question pourquoi écrire en vers, c'est-à-dire à partir du moment où on abandonne l'ancien système, où il n'y a plus le conte, la rime, etc., à quoi bon écrire en vers? C'est quoi un vers à partir du moment où il n'est pas régi par ce système
qu'on avait abandonné à partir de la fin du 19e, début du 20e siècle. Et Williams, très consciemment, parce que ça on le sait, il s'en est expliqué, il cherchait des réponses à cette question. C'est-à-dire, il fallait arriver à trouver des manières d'écrire qui aient la même rigueur, la même, d'une certaine façon, la même exigence que le système ancien, mais qui obéissent donc à d'autres lois. Donc, évidemment, c'est plus les mêmes règles, ça joue plus sur la rime, sur le mètre, etc. Mais ça joue sur une efficacité, c'est-à-dire que le fait que vous allez couper à tel endroit, que le vers va boiter d'une certaine façon, l'énoncé n'est pas le même. C'est-à-dire, si vous aplatissez ça, un poème de Williams court, vous l'aplatissez, il fait 2 lignes, ou 3 lignes en prose, et il perd pratiquement tout son intérêt, alors que sa disposition lui donne justement tout le relief, toutes les blessures. Alors, la question donc, qu'on était un certain nombre à se poser à ce moment-là, comment poursuivre l'écriture en vers? Pourquoi aller à la ligne? C'était un peu comme ça que le problème se résumait. Là, trouvait une certaine forme de réponse. Il y avait une langue parlée, une langue vivante, et en même temps c'était une poésie narrative, une poésie complètement différente de celle d'Ezra Pound. Oui, c'est des poétiques très diverses. Bon, Pound et Williams sont liés depuis l'origine, ils se sont connus très jeunes, avant que Pound quitte les États-Unis pour venir s'installer en Europe. Ils se sont connus au début du siècle, quand ils avaient une vingtaine d'années chacun. Et ils sont un peu c'est le Janus bifrons, si on peut dire, de la poésie américaine, c'est-à-dire ils se complètent d'une certaine façon. Pound était complètement obsédé par la culture classique, par l'Europe, et pas que l'Europe, enfin il considérait que les États-Unis, il n'y avait rien à y faire, etc. Williams, c'est l'inverse, il va vouloir au contraire rester complètement inscrit dans sa réalité américaine. Leurs réponses, effectivement, formelles, sont très très différentes. Pound, en même temps, ils sont quand même préoccupés par cette question, non seulement de la narration, mais presque de l'épique, parce que Patterson, c'est un épique raté, un épique qui ne peut pas avoir lieu, plus exactement, c'est pas un échec littéraire, mais c'est quelque chose qui parle d'un échec d'une certaine façon. Alors que Pound, lui, il veut brasser, il fait une espèce de survol, de traversée accélérée de toute l'histoire des hommes. Et il mélange aussi. Et il mélange aussi, en plus, il y a des registres linguistiques, là aussi c'est un collage. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, pour ces longs poèmes américains, puisque tu parlais d'Olson, mais il y en a eu d'autres aussi, c'est aussi une optique qu'on n'avait pas beaucoup dans notre tradition, en tout cas dans la période moderne. Il y a cette tentation, justement, du poème très long, et qui fonctionne essentiellement sur la logique du montage, au sens cinématographique du terme, c'est-à-dire que c'est des prélèvements de choses qui sont rapprochées. Dans les cantos de Pound, par exemple, l'un des paradoxes, si on peut dire, c'est qu'il n'y a pratiquement rien de lui dedans. C'est entièrement des choses qu'il a prélevées ailleurs, soit dans d'autres textes, soit des choses qu'il a entendues, et il en fait des récits qui résument, et il fait une sorte de composition à partir de... Donc c'est à la fois un collage, un montage, et en même temps le résultat, évidemment, à l'arrivée, ne ressemble à rien de connu, y compris de ses sources de départ. Il utilise les sciences humaines et sociales, comme Olson, l'anthropologie. Oui, mais de toute façon, Olson se réclame ouvertement, qui vient après, il se réclame ouvertement de Pound et de Williams, parce que c'est vrai que même le Maximus est impensable sans Patterson. Il a pris une autre ville qui est plus tournée vers la mer, puisque c'est un port, qui a une histoire quasiment originelle pour les États-Unis, puisque c'est le début de l'arrivée des Européens, c'est à cet endroit-là à peu près. Donc, mais ces projets sont effectivement... alors moi ça m'intéressait beaucoup, cette dimension
chez Pound au début, c'est-à-dire comment arriver à remettre l'histoire dans la poésie, comment arriver à remettre aussi une forme de narration dans l'écriture poétique. Je vous rappelle que notre tradition à nous, c'était encore plus vrai il y a 40 ans, encore plus vrai qu'aujourd'hui. C'est une tradition qui est beaucoup plus, comment la qualifier, il n'y en avait pas qu'une, mais enfin il y avait une voix un peu métaphysique, si on peut dire, enfin, qui était tournée plutôt du côté de la métaphysique, et une autre qui était plutôt tournée du côté de l'expression de soi. Enfin bon, je schématise de manière outrancière, mais on était quand même un petit peu devant ce constat-là, contre quoi, effectivement, les modernes avaient essayé d'apporter des réponses plus virulentes, quoi, si on peut dire. Mais voilà. Et pour sauter, pour arriver jusqu'aux objectivistes, les objectivistes aussi ont utilisé des sources extra-littéraires, comme Zhukovsky ou Reznikov. Surtout Reznikov. Enfin, Zhukovsky aussi, mais Reznikov a systématisé, si on peut dire, le principe, en particulier dans le très très long poème qui date d'ailleurs, enfin qu'il a mis très très longtemps à écrire, qui est inachevé, enfin qu'il a laissé inachevé, qui s'appelle The Testimony, qui a été traduit intégralement assez récemment en français par Marc Cholodenko chez POL, mais qui avait été partiellement traduit, le début avait été traduit par Jacques Roubaud dans fin des années 70, début des années 80, je ne me souviens plus très bien, enfin la première partie du livre. Et qu'est-ce que fait Reznikov dans Testimony? Il utilise les archives judiciaires américaines de la fin du 19e siècle et du début du 20e, et donc en fait c'est des sortes de procès-verbaux sur des faits divers plus ou moins affligeants, dirons-nous, qui se sont produits dans différents états, enfin bon, donc des meurtres, des accidents du travail, des quantités. Alors, il utilise ce matériau-là, il le prend presque à l'état brut, si on peut dire, et simplement il le simplifie, il le découpe, il en fait des voilà, il en fait des textes beaucoup plus resserrés, et du coup on a une espèce de une très très longue narration morcelée qui dresse un portrait absolument accablant de la réalité quotidienne, si on peut dire, d'une partie en tout cas de la vie américaine à ce moment-là. Alors ça, si on peut dire, c'est un exemple extrême, mais en tout cas il est assez révélateur d'une forme d'approche. Chez Open, par exemple, moi j'ai pas du tout traduit Reznikov, je l'ai lu beaucoup, mais je l'ai pas traduit, et Open, que j'ai par contre traduit longuement, bien que l'œuvre soit courte, mais j'ai passé beaucoup d'années pas à faire que ça, mais enfin, pour arriver à tout traduire finalement, en tout cas de l'œuvre poétique. Open ne procède pas du tout comme ça. Open, il fait un travail beaucoup plus intériorisé, méditatif d'ailleurs, et il macère ces choses. Il a écrit finalement relativement peu, l'œuvre poétique complète fait à peu près 300 pages. Alors c'est vrai qu'il s'est arrêté d'écrire pendant 25 ans, puisqu'il y a ses premiers poèmes de jeunesse, il y a un recueil qui est une plaquette en fait d'une trentaine de pages qui paraît à l'Objectivist Press au début des années 30. Et après il s'arrête effectivement parce qu'il pense que la poésie ne peut rien. C'est le contexte donc de la Grande Dépression, donc Open s'inscrit et devient membre du Parti communiste américain, milite beaucoup, fait des actions civiques, si on peut dire, et donc comme il ne veut pas faire de la poésie engagée, vous voyez, une poésie programmatique, je ne sais pas comment la qualifier, il s'arrête donc d'écrire pendant une très très longue période, puisque les années 30 se passent, les années 40 se passent, il participe à la guerre, et il est même gravement blessé, et toute sa patrouille est tuée pendant la bataille des Ardennes.
Il revient, il est pourchassé au moment du McCarthyisme, donc il doit quitter les États-Unis et aller au Mexique, comme un certain nombre d'anciens membres du Parti communiste américain à ce moment-là. Et il se remet à écrire vers la fin des années 50 au Mexique. Il est encore au Mexique quand il se remet à écrire. On ne sait pas très bien pourquoi d'ailleurs, parce que ce qui est surprenant, c'est pas qu'il soit arrêté d'écrire, mais c'est qu'il ait recommencé et qu'il fait véritablement son œuvre à ce moment-là. Il a déjà une cinquantaine d'années, donc c'est une œuvre. Très vraisemblablement, d'après ce qu'on sait maintenant, la correspondance qui a été publiée, ce que je ne savais pas au début, parce que tout ça, quand on commençait à s'intéresser à ça, c'était pas publié encore. Il y a quelque chose qui a à voir sans doute avec l'échec du communisme, une sorte de remise en cause de son engagement qui a été très, très fort, lui et sa femme en l'occurrence, et que donc la réflexion commence vraisemblablement à partir de ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a fait de ces vies et pourquoi on en arrive là, etc. Donc il y a toute une réflexion qui n'est jamais posée, si vous voulez, dans ces termes-là. Moi, je vous la résume telle que je la vois maintenant, bien des années plus tard, mais je pense que c'est son fondement premier et l'exigence est absolument extrême. Alors en plus, Open était quelqu'un qui était un adepte du resserrement maximum, c'est-à-dire qu'on sait, les archives ont été déposées, c'est-à-dire qu'il y a des poèmes qui font une ou deux pages, qui en fait ont 50 pages de brouillons, de notes, enfin de tas de choses dont ils prélèvent après simplement des moments, des morceaux, et qu'il y a donc toute une réflexion qui sous-tend un espèce de texte caché derrière ce qui va être l'œuvre définitive. Donc là, on est dans un autre processus d'écriture, mais la rigueur prosodique, si on veut, est tout aussi grande, et Open est un disciple de Williams à ce niveau-là, il ne l'a jamais caché. Et ce que tu apprécies chez Open comme chez Williams, c'est peut-être ce mélange de rigueur et de beauté, à chaque fois. Rigor, beauty is the quest. Ça, c'est l'incipit de Patterson. Le but, c'est d'atteindre à la rigueur de la beauté, enfin la visée, si vous voulez. Donc, il y a la beauté et la rigueur, en effet, c'est-à-dire, je vous rappelle que le mot beauté était quasiment proscrit du vocabulaire des poètes ou des écrivains, d'ailleurs, en général, dans les années 60 et 70, il ne fallait surtout pas parler de prononcer le mot beauté à ce moment-là. Donc c'était assez revigorant aussi. Moi, j'étais déjà pas très à l'aise avec mon époque à ce moment-là, parce que je me suis toujours considéré, je continue de me considérer comme dans une tradition moderne, évidemment, mais en même temps, je pense qu'il fallait, j'ai pensé à ce moment-là qu'il fallait retrouver justement des nouvelles formes et que la finalité de l'œuvre, d'une certaine manière, est quand même une forme de beauté, et doit aller à une beauté, même si c'est une beauté qui n'en a pas l'air comme ça, qui n'est pas une beauté immédiatement perceptible ou reconnaissable comme telle, mais ça doit être une beauté présente, une beauté d'aujourd'hui, donc une beauté peut-être un peu déchirée, un peu en morceaux à certains endroits, pas très présentable toujours, mais enfin, quand même, qu'on doit arriver à... Open, le mot qui revient le plus, qui est pas... beauté revient, mais le mot qui revient... les mots qui reviennent le plus, c'est clarté et lumière. C'est les mots clés, si on peut dire, au niveau de quel est du but du travail d'écriture, d'aller vers la clarté. Je n'ai jamais eu d'autre but en poésie que d'atteindre à la clarté. C'est une citation de ma traduction, c'est pas... mais c'est Open qui le dit, donc voilà. Donc les objectivistes qui étaient un faux groupe, mais qui s'intéressaient quand même au réel. Oui, plus que tout. À l'objet, qui voulait faire du poème quasiment un objet pour s'éloigner des autres objets. Oui, c'est-à-dire qu'il y a c'est bien de pouvoir
le préciser un petit peu, parce qu'on a eu en France une sorte de, comment dire, de malentendu autour de ce concept d'objectiviste, enfin de poésie objectiviste. Qui a énormément influencé les poètes français. Oui, disons depuis 25 ans. Le mot est devenu français d'une certaine façon, mais il ne veut évidemment plus du tout dire la même chose aujourd'hui dans le contexte français que ce qu'il était dans le contexte américain des années 30, bien sûr, et puis même le retour des objectivistes sur le devant de la scène aux États-Unis, c'est le début des années 60. Enfin, c'est les années 60, c'est quand ils recommencent, Open et Rakosi recommencent à publier leur deuxième livre dans les années 60, alors que le premier était paru dans les années 30, et ils commencent à émerger un peu et à avoir des nouveaux lecteurs, à partir surtout même des années 70, si on peut dire. Et attends, j'ai perdu le fil de ton affaire au début, tu me demandais ça à propos de... Au réel, une attention au réel, une attention... Oui, alors oui, par rapport à la différence en tout cas du sens du terme, on a mis l'accent en fait sur une forme de... Enfin, en France, certains ont mis l'accent, je pense en particulier à Emmanuel Ocar, qui avait organisé ces rencontres objectivistes à Royaumont, et à ceux qui sont plus ou moins dans la même mouvance que lui. Ocar a été particulièrement marqué par Reznikov et par témoignages en particulier, et ils ont plus été intéressés par ce qui semblait être une sorte de refus de la subjectivité, du refus du moi dans l'écriture poétique. L'atténuation du jeu lyrique. Voilà, alors qu'en fait c'est beaucoup plus ambigu que ça, c'est-à-dire que les poètes objectivistes historiques, c'est-à-dire le Quatuor, Zukowski, Open, Reznikov, Rakosi, n'ont jamais prétendu ça, au contraire, il y a une extraordinaire émotivité qui circule, il y a une extraordinaire attention au monde, aux autres, et puis il y a eu une méditation, alors chez Open encore plus que chez les autres, il y a une méditation, même métaphysique, et en tout cas politique, une réflexion théorique qui est absolument indémêlable de tout ça. Donc c'est pas du tout, il ne s'agit pas du tout de faire une espèce de produit, comment dire, manufacturé, un peu froid, un peu distancié, si vous voulez, postmoderne, comme on disait dans la même époque d'ailleurs, à ce moment-là. Je pense qu'il y a eu, à cette époque, avec l'arrivée lente mais inéluctable de la poésie américaine dans notre paysage, il y a eu une espèce de... Voilà, on s'est emparé de ce concept d'une génération et on l'a un peu adapté, détourné à notre façon. Moi, ça m'énervait beaucoup. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'ont poussé à l'époque à commencer à écrire ces fameuses digressions dont tu parlais, parce que je me suis dit, c'est pas possible, ça fait 10 ans que je travaille sur cette poésie américaine parce qu'elle ne ressemble pas du tout à la nôtre, parce qu'elle ouvre des pistes complètement différentes de celles qu'on pouvait avoir uniquement avec notre propre héritage, et voilà qu'on veut brusquement la ramener à des critères qu'on connaît déjà depuis belle lurette et auxquels on essayait justement à quelques-uns d'échapper. Et donc après ces objectivistes, on peut dire qu'il y a deux parties. Si on saute vite vers Jack Spicer dans les années 50-60, Jack Spicer, il était un peu à l'opposé des poètes de la Beat Generation. Il les appelait d'ailleurs, il les critiquait un peu, il les appelait les Big Cats, parce qu'ils étaient assez connus, ils roulaient un peu des mécaniques, il y avait pas mal d'articles sur eux et tout ça. Mais lui, Jack Spicer, il était plutôt dans son coin, il avait un séminaire à la San Francisco State University, où se trouve une maison de la poésie très intéressante. Donc il dirigeait un séminaire de linguistique atypique qui s'appelait Poetry as Magic. Oui. Et apparemment, c'est un auteur qui a compté aussi pour toi. Oui, beaucoup. J'avais beaucoup de projets de traduction dans ces années 80 que, évidemment, je n'ai pas mené à terme. Il y avait Duncan aussi, que j'ai essayé de traduire, lui, par contre, mais... Robert Duncan. J'y suis pas arrivé, c'est un peu... Enfin, je me garde ça pour mes très vieux jours, donc je verrai. Et Spicer faisait partie, parce que Spicer est un poète, alors là, totalement atypique, qui ne
qui ne ressemble à rien dans le paysage américain de son temps. Il est mort en 65 à 40 ans. Il a écrit donc entre la fin des années 40 et le milieu des années 60, en réfutant en plus toute la première partie de son œuvre, c'est-à-dire ce qu'il avait écrit jusqu'au milieu des années 50. Comment dire, c'est une espèce il y a un côté rimbaldien, si on peut dire, mais dans un contexte américain. Spicer, il fait une poésie très, très caustique, très dérivée comme ça, qui fait beaucoup référence aussi au cinéma, à la bande dessinée, à la culture populaire américaine. Au troubadour aussi, non? Pardon? Au troubadour aussi? Non, c'est Blackburn qui a travaillé sur les troubadours. Et non, la grande idée de Spicer, au moment justement où il décide que son œuvre va vraiment commencer, c'est qu'il dit les poèmes isolés, on s'en fiche. Maintenant, ce qui compte, c'est de construire un livre, enfin des séquences, disons. Pas forcément, ces livres sont pas gros, enfin, ce qu'il appelle ces livres, ça va entre 10 pages et 40-50 pages au maximum. Je crois que le plus long doit faire 70 pages à tout casser. Mais donc, donc il y a une idée de narration, enfin, c'est des poèmes, il appelle ça le serial poem, c'est-à-dire serial dans le sens du feuilleton. Serial, c'est vraiment le feuilleton, comme on dit maintenant les séries, mais à l'époque on disait les feuilletons, et donc c'est-à-dire des choses qui se succèdent, donc avec des fois des chapitres, et donc il a fait un poème sur Billy the Kid, il a fait un poème sur traduit par Guglielmi. Ouais. Il a fait par exemple La fausse vie d'Arthur Rimbaud. Il a fait toute une série comme ça d'objets absolument étranges. Il disait écrire sous la dictée. Voilà, alors l'autre, ça c'est d'où le Poetry as Magic Workshop, parce que ça veut dire son atelier, puisque le workshop d'abord c'était un truc, ils étaient une dizaine, il fallait remplir un questionnaire extrêmement précis pour y participer, c'est-à-dire que c'était très difficile d'y être admis, et la réflexion tournait autour de la poésie comme une magie, c'est-à-dire parce qu'il était très lié avec Duncan au début, après ils se sont fâchés, pas dramatiquement, enfin ils se sont quand même éloignés dans les dernières années de la vie de Spicer. C'est l'autre courant de la poésie américaine qui vient d'une tradition anglaise aussi, qui est la croyance aux esprits. Donc il y a tout l'héritage de Yeats, il y a tout l'héritage ainsi d'ailleurs du surréalisme français, ce qui est assez marrant de voir ça réintégré dans un autre contexte et retravaillé d'une toute autre façon que chez nous. Lorca aussi, beaucoup. Et donc, l'idée de Spicer, c'est que c'était pas lui qui écrivait ses poèmes, c'est-à-dire qu'il les recevait, il dit, le poète, c'est un poste de radio. J'aime beaucoup cette métaphore, je trouve que c'est une des meilleures définitions qu'on ait trouvées pour expliquer ce qu'on n'arrive pas à expliquer quand on écrit, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qui se passe, d'où ça vient, enfin bon... Alors, lui, il disait, c'est des voix, ou c'est des martiens, enfin bon, il trouvait des métaphores comme on veut, et donc, voilà, bon, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, mais l'année de sa mort, je me suis d'ailleurs toujours demandé où il avait trouvé l'énergie, quelques semaines avant sa mort, de faire, il a fait 3 conférences, lecture-conférences au Canada, enfin, à Vancouver, oui. Dans un petit comité, un peu comme on est ici, vous voyez, sauf si ça durait 3 jours et qu'on mange en même temps et qu'on discute à côté, etc. Et il a fait 3 longues conférences, dont une justement sur l'histoire des esprits, qui sont absolument extraordinaires. C'est-à-dire que on se demande, on a l'impression qu'il est quand même vraiment convaincu qui retranscrit une espèce de parole qui sort, on ne sait pas très bien d'où, mais en même temps, ça s'accompagne d'une réflexion complètement matérialiste et pragmatique sur l'écriture elle-même, c'est-à-dire... Pas du tout métaphysique. Oui, pas du tout, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'inconnu, comme ça, d'où ça vient, d'où ça sort, on ne sait pas, et en même temps, il peut parler, mais de manière impeccable, de prosodie, de son héritage, de comment il a lu, décrypté ceci, cela. Donc c'est ça qui, moi, m'intéressait beaucoup, parce que, en fait, c'est cette espèce de carrefour entre des choses
apparemment inconciliable, si on peut dire, c'est-à-dire toute cette exigence formelle dont je vous parlais au début, cette invention de formes qui ont l'air de supposer justement une grande conscience dans le travail d'écriture lui-même, et puis arriver à intégrer là-dedans une part qu'on pourrait qualifier d'irrationnelle, si on veut. Excentrique. Oui, enfin bon, de savoir... bon, et moi, qui suis quand même parti au départ, à l'origine, quand j'étais très très jeune, la poésie, c'était le surréalisme. Enfin, c'était la fin des années 60, donc le surréalisme était encore très très présent à ce moment-là. Au fond, je pense que j'ai été chercher chez certains de ces poètes des outils, d'une part, comme je le disais tout à l'heure, sur un plan strictement formel, et en même temps une façon d'arriver à mettre en forme, à capter ce que le surréalisme s'était donné pour mission d'accomplir, c'est-à-dire capter l'inconscient, etc. Et avait au fond pas tellement réussi dans cette voie-là, parce que l'écriture automatique, justement, c'était la fausse bonne idée. C'est pas justement en ouvrant les vannes et en laissant tout sortir qu'on risque de... C'est au contraire dans une forme de resserrement, mais en gardant cette espèce de part énigmatique. Alors évidemment, j'anticipe sur ta question suivante. Jérôme Rothenberg, à quoi on arrive? Jérôme est encore, Dieu merci, parmi nous, mais c'est un très vieux monsieur maintenant, mais il a commencé à être actif dans les années 60, et surtout après, à partir des années 70, de manière encore plus... il rebrasse tout cet héritage local, si on peut dire, c'est-à-dire l'héritage de la première moitié du siècle aux États-Unis, à la fois Stein, Williams, Pound, mais il y ajoute aussi l'Europe, pas seulement le surréalisme, mais Dada, et la performance, parce qu'il a fait partie de l'avant-garde new-yorkaise des années 60, donc il est associé avec le Living Theatre, avec qui il a travaillé, il est associé avec Jackson Maclow, avec John Cage, enfin bon, et d'une certaine façon, et en plus, il ajoute, si on peut dire, au panthéon que Pound avait commencé d'ouvrir, parce que Pound avait quand même ouvert la poésie de langue anglaise à toute la Chine, à la Provence, enfin, au troubadour. Il était le premier à intégrer ça dans un travail d'écriture poétique. Et Jerry va, pas tout seul, mais il est un des principaux artisans du retour de l'oralité et des traditions orales, à commencer évidemment par les Indiens d'Amérique, mais pas que, parce qu'il a travaillé aussi sur la tradition juive d'Europe également, sur quantité, donc il fait énormément d'anthologies, lui aussi à ce moment-là, dont les techniciens du sacré, dont je n'aurais jamais imaginé pouvoir... C'est un livre qui m'a... Les techniciens du sacré, j'en dis un mot quand même, on n'est pas trop long, là, ça va. C'est une espèce de bibliothèque ambulante qui est une collection de textes de toute provenance, à la fois temporelle et géographique, donc du monde entier, de poésie rituelle, ou pas seulement rituelle, mais il y a beaucoup de choses qui tournent autour du rite, enfin bon. Et qui met en perspective, dans une deuxième partie du livre, avec la poésie moderne. Donc il y a une double entrée, si on peut dire. Ce livre, moi, m'a énormément marqué dans mon travail d'écriture personnelle. J'ai fait un livre dont on parlait à midi à propos de l'épigraphie du Cambodge, à partir des textes épigraphiques du Cambodge en coréen, que je n'aurais jamais osé écrire, ni même imaginer d'écrire si j'avais pas eu le travail de Jerry en mémoire à ce moment-là. Et ce livre, qui est paru une première fois en 1968, une édition beaucoup plus importante dans les années 80, je pensais qu'il aurait été vraiment très intéressant de le publier, mais personne ne voulait publier ça. C'est un très gros livre, il fait 700 pages, dont beaucoup de choses en petit caractère à la fin.
Et puis voilà, je rencontre Fabienne Raffos et Bertrand Fillotto, il y a maintenant une quinzaine d'années de ça. Je leur parle de ce livre. Les éditions Corti. Oui, les éditions Corti, qu'ils ne connaissaient pas. Donc je leur passe l'exemplaire, ils disent ah, on le fait, etc. Donc voilà, j'ai traduit Les Techniciens du Sacré, ce qui était absolument une expérience tout à fait extraordinaire, parce que c'est traduire aussi en fait une espèce de cosmogonie poétique des textes de toute provenance, que je traduisais évidemment de l'anglais, ce qui était assez bizarre, parce que Jerry lui-même avait composé son anthologie en partie en utilisant des traductions qui existaient déjà, en partie en réécrivant ou en faisant carrément lui-même certaines, mais reprendre tout ce corpus d'un coup, c'était assez merveilleux, parce que j'avais... Alors là, pour le coup, j'avais vraiment l'impression d'être un poste de radio, mais pas du tout... pas du tout d'aujourd'hui, un poste de radio dont les émissions remontaient assez loin dans le temps. Enfin bon, c'était assez... J'en garde un beau souvenir. Et ces livres, on les trouve pour la plupart à la bibliothèque, ici, à la Fondation Michalski. Jérôme Rothenberg, il faut aussi dire qu'il a une pratique de la performance importante. Quand il lit, quand on l'a entendu une fois, on s'en souvient, parce que c'est une poésie qui est scandée, une poésie chantée, quasi chamanique, et qui n'a rien à voir avec la poésie de Michael Palmer et la manière dont Michael Palmer écrit et lit aussi. Michael Palmer qui vit à San Francisco depuis de nombreuses années. Oui, depuis très longtemps. Oui, Palmer a été d'ailleurs un peu traduit quand même. Moi, je ne l'ai pas du tout traduit, mais il y a plusieurs livres qui ont été traduits, dont un traduit par Ocar, parce qu'ils étaient assez liés à cette époque-là. Jean-Jacques Piton en a traduit un aussi, me semble-t-il. Il y en a eu un chez Corti également, traduit par Éric Sucher, si ma mémoire est bonne. Peut-être même encore un autre, je ne sais plus. Alors, Palmer, c'est intéressant parce que pour moi, c'est le dernier de cette lignée. C'est-à-dire, il y a dans les objets d'Amérique, le livre, j'ai fait un texte final qui s'appelle L'épopée entravée, qui est une très courte histoire de la poésie américaine, telle qu'on vient un peu de la survoler comme ça. Et cette ligne, si on peut dire, elle est relativement continue, même si elle est minoritaire, parce qu'aux États-Unis, en fait, tous ces auteurs qu'on évoque, à l'époque où ils travaillaient, où ils étaient en activité, ils publiaient dans des maisons d'édition complètement parallèles, ils n'étaient pas du tout reconnus. Williams a commencé à être reconnu à 65 ans, enfin, je veux dire, et encore grâce à Patterson, justement, parce que il y avait un projet. Bon, et cette ligne donc souterraine, d'une certaine manière, il n'y a que la Beat Generation qui a vraiment émergé auprès du grand public. Elle suit un fil, des pistes, des voies différentes, mais elle se continue, pour moi, jusqu'aux années 70 à peu près. Et après, comme toutes les choses, d'ailleurs, ça finit sans doute par s'enquister d'une certaine façon, et où il y a une rhétorique un peu qui se met en place. Et donc, du coup, les poètes qui apparaissent à partir de cette époque-là vont vouloir rompre d'une façon ou d'une autre avec cet héritage moderne, et donc vont s'engager dans des voies assez différentes. Alors c'est particulièrement net à ce moment-là du groupe qu'on appelait des language poets, qui eux, alors ils en récupèrent une partie, c'est-à-dire ils isolent Stein, Zukowski, c'est les deux grands modèles qui se donnent, surtout Stein d'ailleurs. Ils écrivent massivement en prose, ce qui est assez... Et donc ils se mettent à produire toute une série de textes, de prose un peu discontinue, etc., mais qui n'a plus grand-chose à voir avec l'optique de la génération, des générations qui les ont précédées. Et tout ce qui suit, enfin moi après j'ai un peu arrêté aussi au tournant du siècle, c'est comme chez nous, enfin, je veux dire, il y a de plus en plus de livres, de plus en plus de choses, même quand on est, je dirais, impliqué activement là-dedans, on n'arrive plus à suivre véritablement tout ce qui se passe. Mais Michael Palmer, pour en revenir à lui, il est très intéressant parce qu'il a été un peu associé aux language poets, même s'il est un peu plus âgé, s'il commence de publier avant. Il y a des points communs avec ce qu'ils essayent de faire, et en même temps, il est rattaché, il a été soutenu par Duncan à ses débuts. Il y a tout un travail
l'onirique, enfin, la thématique de son œuvre est profondément nourrie de rêves, enfin, de choses de rêve, mais avec une forme justement d'objectivité dans le traitement de ce matériau qui est assez extraordinaire. Il n'a pas une œuvre non plus d'une grande abondance en quantité. Il a publié une dizaine de recueils dans toute sa carrière, et ce n'est pas des gros livres. Pour la plupart, c'est quelqu'un qui est quand même assez économe. Il a accompagné effectivement, comme beaucoup, son travail d'une sorte de réflexion. Mais pour moi, il clôt d'une certaine manière enfin en tout cas, il est le dernier grand représentant de cette généalogie de la poésie américaine dans tout ce qui fait justement ces diverses singularités. Parce que j'insiste, il y a à la fois cet apport sur la forme avec des réponses qu'on ne connaissait pas chez nous, ou alors il faut aller chercher quelqu'un comme Reverdy dans ses débuts, mais Reverdy après bifurque, puis s'arrête lui aussi d'une certaine façon. Donc on a quelques exemples comme ça chez nous de gens qui, à un moment donné, auraient pu développer mais pas du tout de cette façon, et en tout cas systématiquement. Et puis cette approche du fond, c'est-à-dire cette façon de pouvoir traiter une matière, une épaisseur à la fois du rapport du poème à sa société, à son enracinement local, à son spectacle quotidien, et puis cette dimension du rêve, enfin cette dimension du monde, d'un monde plus énigmatique, qui pour nous est plus familière, parce qu'on a quand même beaucoup travaillé aussi là-dessus, mais pas de la même manière, justement, avec une approche formelle qui est très très différente. Donc maintenant, Dieu merci, au bout de, je ne sais pas, maintenant un demi-siècle quasiment, que ces traductions ont commencé en France, le lecteur aujourd'hui dispose d'un corpus qui est pas complet, mais enfin qui est assez conséquent. Beaucoup de choses ont été traduites, d'abord dans un certain désordre. Les revues, évidemment, à l'époque, ont joué aussi un rôle très important. Presque tout a commencé dans les revues dans les années 70, et ensuite, et puis après, les éditeurs ont commencé à suivre, les petites maisons en ont fait, et puis bon, maintenant, effectivement, Corti a lancé sa série américaine il y a maintenant une douzaine d'années, en comblant un certain nombre de vides, y compris avec des textes assez anciens qui n'avaient jamais été traduits, et puis des contemporains. Il y a Joe Caseria qui fait une série plus sur le New York School, enfin les poètes dit de New York, on ne sait pas très bien pourquoi, enfin bon, et qui n'avait pas beaucoup été traduit non plus, dont Ron Padgett qui est l'auteur des poèmes du film de Jarmusch, que certains d'entre vous ont peut-être vu, et qui a relancé de manière totalement étonnante la vente du livre de Williams. Tant mieux. Donc là, ton écriture s'est nourrie de tes lectures, de tes traductions. Et est-ce qu'on pourrait finir par un de tes livres qui s'appelle le Cambodge? Est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce qu'il y a un lien avec la traduction? Est-ce qu'il y a un lien avec la poésie américaine J'en ai parlé déjà un petit peu en disant que sans le travail de Jerry, j'aurais jamais pu imaginer en fait, de composer un livre qui n'est pas de moi, c'est-à-dire dans les textes dont je ne suis pas l'auteur, d'une certaine façon, puisque je suis parti des traductions des textes épigraphiques qui avaient été faites pour l'essentiel par l'École française d'Extrême-Orient dans la première moitié du XXe siècle, en gros, qui étaient publiées dans des publications scientifiques. Bon. Et je me suis pris de passion pour ce matériau. Pour moi, ça a été extrêmement important. C'est un livre déjà assez ancien, mais d'une certaine façon, j'ai gardé une affection particulière parce que je l'ai écrit après à peu près une dizaine d'années de travail intensif sur la poésie, sur le travail d'écriture de poésie. C'est les années où j'ai le plus écrit de poésie. Et j'avais pendant toutes ces années-là l'impression d'être à la recherche de quelque chose que je n'arrivais pas à trouver ou sur lequel je n'arrivais pas à mettre exactement la main. Et là, en composant ce livre, brusquement, j'ai pu le faire, et je crois que
j'ai eu l'impression de pouvoir le faire parce que je n'avais pas à me poser la question du fond. C'est-à-dire, tout mon travail conscient était la mise en forme de ces textes, c'est-à-dire quelle forme leur donner. Toutes les traductions dont je partais étaient en prose, même s'il s'agissait souvent dans l'original, en sanskrit, surtout des textes sanscrits en vieux khmer, c'était plutôt prosaïque aussi. Mais enfin, les traductions dont je partais étaient des traductions d'ailleurs assez didactiques, enfin, qui ont été faites dans un but utilitaire plus que littéraire. Et donc j'avais ce matériau-là et je pouvais faire ce que je voulais. C'est-à-dire, je n'avais pas à m'occuper je n'ai pas ajouté rien du tout de mon propre. Par contre, j'ai beaucoup enlevé. j'ai élagué, j'ai fait du montage moi aussi. Et c'était, je m'en rappelle assez bien, en composant tout ça, j'avais l'impression qu'enfin, j'avais trouvé ce que je cherchais à faire. C'est-à-dire que je savais pourquoi je mettais 3 vers comme ci, comme ça, etc. Ça a duré 2-3 ans, parce que j'ai fait plusieurs versions. D'abord un prélèvement massif, puis après resserrer de plus en plus ça, et puis après j'ai eu même plusieurs cahiers de mise en forme manuscrite en tenant compte des doubles pages, etc. Et donc la composition, voilà. Et après ça a été très très difficile de se remettre à écrire de la poésie, de la poésie de moi, si je puis dire. Enfin bon, donc j'en ai fait un petit peu, mais finalement pas tant que ça. Donc d'une certaine façon, oui, ça s'est nourri. Et puis l'expérience de Reznikov aussi, on en parlait à propos du prélèvement, du montage, m'avait aussi servi d'exemple. Mais enfin ça, c'est un chemin personnel, hein, donc je n'en fais pas une règle adaptable comme ça pour tout un chacun.